Quand j'ai refusé d'appeler la nouvelle femme de mon père maman, elle m'a giflé en pleine figure et a crié. Les gamines irrespectueuses ne méritent pas d'avoir un foyer. Puis, elle m'a mise à la porte en disant. Et n'ose même pas en parler à ton père, sinon tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette maison. Quand, en secret, j'ai confronté mon père au sujet de ses abus, il m'a répondu lâchement. S'il te plaît, écoute ta mère. Je ne veux plus t'entendre te plaindre. Renée a entendu cela, et elle a complètement perdu le contrôle. Ça suffit. Sors de chez moi et ne reviens jamais. Elle m'a définitivement chassée. Je suis restée silencieuse, puis j'ai passé un appel téléphonique qui les a laissés tous les deux sans voix. Je m'appelle Maya, j'ai 17 ans aujourd'hui, et voici l'histoire de comment un simple coup de fil a bouleversé toute ma vie. Laisse-moi commencer par le début. Ma mère est morte d'un cancer quand j'avais 12 ans. Ce fut dévastateur, et pendant 2 ans, il n'y avait que mon père et moi. Nous étions très proches. Il m'a aidé à traverser le deuil, et je pensais que notre lien était fort. Mais à mes 14 ans, il a commencé à sortir avec d'autres femmes. C'est là qu'est arrivée Renée. Elle avait 34 ans, était blonde, extravertie, tout ce que ma mère n'était pas. Là où ma mère était douce et compréhensive, Renée était bruyante et autoritaire. Alors que ma mère encourageait mon indépendance, Renée voulait tout contrôler. Mon père est tombé sous son charme dès le premier jour. Ils se sont mariés l'année dernière, quand j'avais 16 ans, et c'est là que tout a commencé à se détériorer. Renée a immédiatement tenté de remplacer ma mère à tous les niveaux. Elle a redécoré la maison, jetant la plupart des affaires de ma mère pendant que j'étais à l'école. Elle a emménagé dans la chambre de mes parents et a rangé toutes les photos de ma mère dans une boîte au fond du garage. Mais j'ai réussi à sauver une petite photo de ma mère, que j'ai cachée dans mon sac d'école, la seule chose que Renée n'a pas trouvée ni détruite. Le pire, c'est qu'elle s'attendait à ce que je l'appelle maman. Maya, ma chérie, m'a-t-elle dit lors de notre premier dîner en famille après le mariage, je pense qu'il est temps que tu commences à m'appeler maman. Nous sommes maintenant une vraie famille. J'ai regardé mon père, espérant qu'il comprenne à quel point c'était impossible pour moi. Mais il a simplement souri avec encouragement et hoché la tête. Je pense que c'est une excellente idée. Ta mère voudrait que tu sois heureuse. Mais ma mère ne voudrait jamais cela. Ma mère est irremplaçable, et personne, surtout pas Renée, ne prendrait sa place dans mon cœur, ni dans mon vocabulaire. Je ne peux pas faire ça, ai-je murmuré. Désolée, je peux t'appeler Renée ou Jess, mais pas maman. Le sourire de Renée a vacillé, mais elle a vite repris son masque. Très bien, on va travailler le dessus, dit-elle entre ses dents. Au fil des mois suivants, Renée a commencé à montrer son vrai visage. Quand papa n'était pas là, elle faisait des commentaires méchants sur mon apparence, mes notes, mes amis. Elle oubliait de me laisser dîner ou de laver mes vêtements. Elle fouillait ma chambre et jetait tout ce qu'elle jugeait inapproprié ou en désordre. Elle essayait systématiquement de me briser, mais son obsession principale, c'était le souvenir de ma mère. Tous les jours, elle en parlait. Bonjour ma chérie. Tu es prête à m'appeler maman aujourd'hui? Maya, j'ai signé ton autorisation en tant que ta mère. Tu n'es pas contente? Ton père et moi sommes tes parents maintenant. Il est temps d'accepter cela. Et chaque fois, je refusais poliment mais fermement. J'ai essayé à plusieurs reprises d'expliquer à papa à quel point Renée me mettait mal à l'aise, mais il était tellement absorbé par ce nouveau mariage qu'il ignorait mes plaintes. Elle essaie juste de se rapprocher de toi, Maya. Donne-lui une chance. Ta mère aurait voulu que tu fasses partie d'une famille aimante. Cette phrase, ta mère aurait voulu, était devenue sa réponse à tout. Et cela me mettait hors de moi, car il n'avait pas le droit de parler au nom de ma mère défunte. Le point de rupture est arrivé un vendredi soir de mars. Papa travaillait tard, ce qui était devenu fréquent depuis que Renée se plaignait de l'argent. J'étais dans la cuisine en train de me faire un sandwich quand Renée est entrée, clairement de mauvaise humeur. Maya, il faut qu'on parle, dit-elle, les bras croisés. D'accord, répondis-je sans détourner les yeux de mon sandwich. J'ai été plus que patiente avec toi, mais ce manque de respect doit cesser. Je suis ta mère maintenant, que cela te plaise ou non. Ta mère biologique est morte et ne reviendra pas. Il est temps d'accepter la réalité.
J'ai senti mon sang bouillir. Tu n'es pas ma mère. Tu ne le seras jamais. Et tu n'as pas le droit de parler d'elle ainsi. Le visage de René est devenu rouge de colère. J'en ai tout à fait le droit. C'est moi qui t'élève maintenant. C'est moi qui te nourris, lave ton linge, t'offre un toit. Ton père m'a choisi comme épouse et comme mère. Le minimum serait de me montrer un peu de respect et de gratitude. Je te respecte en tant que femme de mon père, dis-je en tentant de garder la voix calme. Mais je ne t'appellerai jamais maman. Ce n'est pas négociable. Tout est négociable dans cette maison, jeune fille. J'ai essayé d'être gentille, mais il est clair que tu ne comprends que les conséquences. À partir de maintenant, jusqu'à ce que tu m'appelles maman, tu es punie. Plus de téléphone, plus d'amis, plus d'activités. Tu iras directement de l'école à ta chambre. Je l'ai regardé, incrédule. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'es pas ma tutrice légale. Je suis ta tutrice. Va-t-elle hurler. Quand est-ce que tu vas enfin le comprendre? Quand les poules auront des dents, ai-je rétorqué. Ce fut la goutte d'eau. René s'est avancé et m'a violemment giflé. Le bruit a résonné dans la cuisine et ma joue me brûlait de douleur. Je suis restée là, figée, sous le choc, en touchant ma joue. Les enfants mal élevés et irrespectueux ne méritent pas d'avoir un foyer. A-t-elle crié. J'en ai assez de ton attitude. Tu veux faire semblant que je ne suis pas ta mère? Très bien. Alors moi non plus, je ne vais plus faire semblant que tu es ma fille. Elle m'a attrapée par le bras et a commencé à me traîner jusqu'à la porte d'entrée. Sors immédiatement de chez moi. Ce n'est pas ta maison, ai-je répondu en tentant de me libérer. C'est ma maison. Ma mère et mon père ont acheté cette maison. Ta mère est morte et ton père est mon mari. Ça fait de cette maison la mienne, et je ne veux plus te voir ici. Peut-être qu'une nuit dans la rue t'apprendra le respect. Elle m'a littéralement poussé dehors et a claqué la porte derrière moi. J'ai entendu le bruit de la serrure qui se verrouillait. Je suis restée là, sur le perron de ma propre maison, en pyjama et en pantoufles, sans téléphone, sans clé et sans endroit où aller. Je me suis assise sur les marches et j'ai attendu pendant environ 1 heure, en espérant que papa rentre bientôt. Une voisine, Madame Delgado, est sortie chercher son courrier et m'a vue. « Tout va bien, ma chérie ?» « Oui, ai-je menti. Je prends juste un peu l'air. » Elle avait l'air inquiète, mais elle n'a pas insisté. Finalement, j'ai vu René m'observer depuis la fenêtre. Elle a entrouvert la porte. « Tu es prête à t'excuser et à m'appeler maman ?» va-t-elle demander. « Non, ai-je répondu. »« Alors tu peux rester dehors. Mais je te préviens, n'ose pas raconter quoi que ce soit à ton père, ou tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette maison. C'est entre nous. Et si tu essaies de le monter contre moi, tu le regretteras. » Elle a refermé la porte. J'étais piégée. Je savais que si je disais la vérité à papa, ce serait ma parole contre la sienne. Et il avait déjà choisi son camp depuis longtemps. Peu après, j'ai vu la voiture de papa se garer dans l'allée. Je me suis levée, prête à courir vers lui, mais René était déjà sur le pas de la porte. « Derek, merci mon Dieu que tu sois là, l'ai-je entendu dire, assez fort pour que j'entende. » Maya et moi avons eu une petite dispute sur son heure de rentrée. Elle s'est énervée et est restée dehors pendant des heures. J'ai essayé de la faire rentrer, mais tu sais comme elle est têtue. Papa m'a regardé, déçu. « Maya, entre. Il faut qu'on parle. » J'avais tellement envie de dire la vérité. Mais René était derrière lui, secouant la tête, un regard menaçant dans les yeux. René essaie juste de fixer quelques limites raisonnables, a dit papa après qu'on soit entré. Je sais que ta mère te manque, mais René fait désormais partie de notre famille. Tu dois commencer à la traiter avec respect. J'ai regardé tous les deux, René avec une expression faussement inquiète, et papa avec un visage fatigué et rempli de mépris. J'ai compris que peu importe ce que je dirais, il ne me croirait pas. Très bien, ai-je dit. Je vais dans ma chambre. Dans les semaines qui ont suivi, les abus de René se sont intensifiés. Elle cassait accidentellement mes affaires, cachait mes devoirs pour que j'aie des ennuis à l'école,
et me faisait des demandes de plus en plus absurdes. Mais elle était maligne, elle ne le faisait que lorsque papa n'était pas là, et avait toujours une excuse prête à l'avance. Les incidents sont devenus plus fréquents et plus cruels. Un matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé mon sweat préféré, celui qui appartenait à ma mère, découpé en morceaux dans la poubelle. Quand j'ai confronté Renée, elle a prétendu ne jamais avoir vu ce vêtement. « Peut-être que tu l'as posé quelque part et que tu l'as oublié », a-t-elle dit avec une fausse inquiétude. « Tu es si distraite ces derniers temps. » Quand j'en ai parlé à papa ce soir-là, Renée a immédiatement raconté sa version. « Oh, ce vieux truc ? Maya, chérie, je t'ai dit la semaine dernière qu'il était tout déchiré. Les coutures étaient en train de partir. J'ai dû le jeter avant qu'il tombe en lambeaux. Je pensais que tu le savais. » Je savais qu'elle mentait, mais papa s'est contenté d'acquiescer. Renée a raison, ma chérie. Parfois, il faut savoir se détacher des vieilles choses qui ne servent plus. Le message était clair, Renée pouvait détruire n'importe quel souvenir de ma mère, et papa la soutiendrait toujours. Une autre fois, je suis rentrée de l'école et j'ai trouvé la porte de ma chambre, verrouillée de l'extérieur. Il y avait un mot collé sur la porte. Nettoyage de chambre en cours. Ne pas déranger. Renée ? J'ai attendu 2 heures devant ma propre chambre. Quand Renée a enfin ouvert la porte, la moitié de mes affaires avaient disparu. J'ai fait un petit nettoyage de printemps, a-t-elle annoncé joyeusement. Il y avait trop de bazar là-dedans. J'ai donné ce que tu n'utilisais clairement plus. Dans ce bazar se trouvaient des livres que ma mère m'avait offerts, une boîte à bijoux qui jouait sa chanson préférée, et un album photo qu'elle avait créé pour mon 10e anniversaire. Quand j'ai demandé où étaient passées ses affaires, Renée a prétendu ne plus se souvenir à quelle organisation elle les avait données. Il y a tellement de bonnes causes dans le monde, a-t-elle dit en haussant les épaules. Je suis sûre qu'un autre enfant saura apprécier ces objets mieux que toi. Et la réponse de mon père quand je lui ai raconté ? Renée essayait simplement de t'aider à mettre de l'ordre, Maya. Peut-être que c'est l'occasion de te concentrer sur de nouveaux souvenirs au lieu de rester coincé dans le passé. La guerre psychologique était implacable. Renée réorganisait ma chambre pendant que j'étais à l'école, déplaçant juste assez d'objets pour que je me sente mal à l'aise, mais pas assez pour que ça paraisse intentionnel. Elle mangeait les collations que je préparais pour l'école et disait qu'elle avait oublié que ce n'étaient pas les siennes. Elle passait des appels bruyants juste devant ma porte quand j'essayais de faire mes devoirs. Mais la chose la plus insidieuse qu'elle ait faite, c'était de saboter lentement ma relation avec mon père. Elle attendait que je parte à l'école ou voir des amis, puis inventait des histoires pour lui, des choses que j'aurais soi-disant dites ou faites. « Derek, je suis vraiment inquiète pour Maya », je l'ai entendu dire un soir. Elle est tellement agressive en ce moment. Aujourd'hui même, elle m'a insultée quand je lui ai demandé de ranger ses affaires. J'avais passé toute la journée à l'école et à peine échangé 2 mots avec Renée en rentrant, mais papa l'a cru sans hésiter. « Maya, il faut qu'on parle de ton comportement », m'a-t-il dit, me coinçant dans la cuisine. Renée m'a raconté ce qui s'est passé aujourd'hui. « De quoi tu parles ? » ? « Papa, je n'ai rien fait. » »« Ne me mens pas. Renée fait tout pour que ça fonctionne, et toi tu rends ça impossible. » C'était devenu une routine. Renée inventait des scénarios dans lesquels j'étais insolente, irrespectueuse ou difficile, puis se faisait passer pour la victime quand mon père rentrait. Elle était tellement convaincante qu'il avait commencé à me regarder avec méfiance et déception. Le pire, c'est la façon dont elle transformait des comportements parfaitement normaux d'adolescente en preuve que j'étais un problème. Si je restais silencieuse au dîner, elle disait à papa que je faisais la tête et que je gâchais l'ambiance de la maison. Si je riais devant la télé, elle prétendait que j'étais bruyante et que je cherchais l'attention. Il n'y avait aucun moyen de gagner. Elle avait aussi instauré des règles arbitraires qui ne s'appliquaient qu'à moi. Je devais demander la permission pour prendre de la nourriture dans la cuisine. Je n'avais pas le droit de regarder la télé si elle était dans le salon. Je devais faire des corvées supplémentaires dont papa n'avait même pas connaissance, comme nettoyer sa salle de bain ou ranger son armoire. « Si tu veux vivre dans cette maison, il faut contribuer », disait-elle. « Ton père travaille dur pour nous, le minimum que tu puisses faire, c'est d'aider à tenir la maison. » Quand papa était à la maison, elle jouait la comédie, soupirant dramatiquement en faisant le ménage.
Je ne comprends pas comment une adolescente toute seule peut faire autant de désordre, disait-elle assez fort pour qu'il entende. Mais je suppose que c'est ce que font les mères, elles nettoient derrière leurs enfants. Le stress constant commençait à affecter mes résultats scolaires. Mes notes ont commencé à baisser parce que je n'arrivais plus à me concentrer à cause des jeux psychologiques de René. J'étais épuisée de devoir marcher sur des œufs, sans jamais savoir ce qui allait la faire exploser. Ma meilleure amie, Zara, avait remarqué que j'étais différente. « Maya, tu as l'air vraiment stressée ces derniers temps », m'a-t-elle dit un jour à l'heure du déjeuner. « Ça va chez toi ?» Je voulais tout lui raconter, mais j'avais peur qu'elle ne me croie pas. René était si douée pour paraître normale et aimante en public. Lors des réunions scolaires, elle jouait parfaitement le rôle de la belle-mère attentionnée, ce qui faisait passer mes plaintes pour de l'ingratitude. « Ce sont juste des ajustements », lui ai-je dit. « Tu sais, les familles recomposées et tout ça. » Mais Zara voyait clair derrière mon sourire forcé. « Si tu as besoin de parler, je suis là. Mes parents ont divorcé quand j'étais petite. Je sais à quel point les histoires de famille peuvent être compliquées. » Le point de rupture se préparait depuis des semaines. Les exigences de René devenaient de plus en plus absurdes et la volonté de mon père de croire en elle plutôt qu'en moi, de plus en plus évidente. Je me sentais complètement isolée et piégée. Pendant une semaine particulièrement difficile en mars, René a décidé d'enfoncer le clou. Elle a commencé à me réveiller à 5 heures du matin pour un petit déjeuner familial, même si papa partait au travail à 6 heures et ne déjeunait jamais avec nous. De toute façon, je pense que c'est important qu'on ait un moment mère-fille, a-t-elle annoncé ce lundi matin-là, en me réveillant. Pendant 1 heure, je devais m'asseoir à la table de la cuisine pendant qu'elle me faisait la morale sur tout, ma posture, mon attitude, mes projets d'avenir. Elle critiquait mon apparence, mes amis, mes centres d'intérêt, en prétendant que c'était des conseils bienveillants de quelqu'un qui se souciait de moi. « Maya, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour tes cheveux. Ils sont tellement ternes. À ton âge, j'étais fière de mon apparence. Peut-être qu'on devrait aller au salon pour t'apprendre à mieux t'en occuper. Ta copine a l'air d'être une mauvaise influence. Elle te remplit la tête d'idées d'indépendance et d'expression personnelle. Tu devrais avoir des amis qui t'encouragent à être plus proche de ta famille. J'ai réfléchi à tes projets d'études. Ton père et moi pensons que tu devrais envisager de rester ici, près de la maison, pour aider la famille. On pourrait avoir des enfants bientôt, et tu pourrais beaucoup aider avec tes futurs petits frères ou sœurs. » Ce dernier commentaire m'a retourné l'estomac. L'idée que René puisse avoir des enfants avec mon père et que je doive les aider à les élever alors qu'elle me traitait comme une domestique était terrifiante. Ce vendredi-là, j'étais à bout. Je n'avais pas bien dormi de toute la semaine à cause de ces séances matinales forcées. Mes notes chutaient car j'étais trop fatiguée pour me concentrer. Je me sentais prisonnière dans ma propre maison. C'est alors qu'a eu lieu l'épisode du sandwich, et que René a enfin révélé son vrai visage. Le pire, c'était la façon dont elle montait mon père contre moi. Elle disait que j'étais irrespectueuse et difficile, et il me faisait des sermons sur l'importance d'accepter notre nouvelle dynamique familiale. Elle l'avait complètement convaincu que j'étais le problème. Un après-midi d'avril, j'ai décidé de tenter une dernière fois de le faire ouvrir les yeux. J'ai attendu que René parte à sa réunion de club de lecture, et je me suis approchée de lui alors qu'il regardait la télé. « Papa, il faut qu'on parle », ai-je dit en m'asseyant à côté de lui. « Si c'est encore à propos de René, Maya, je ne veux rien entendre », a-t-il répondu. « S'il te plaît, écoute-moi. Elle n'est pas celle que tu crois. Quand tu n'es pas là, elle me traite très mal. Elle m'a mise à la porte le mois dernier. Elle a cassé mes affaires et... » « Maya, arrête », m'a interrompu mon père. « Je suis fatiguée de toutes ces histoires. René a été patiente avec toi. Elle fait tout pour que ça marche, et toi tu compliques tout. Papa, je ne mens pas. Elle m'a frappée. Elle m'a giflé et m'a traité de sale gamine. » L'expression de mon père s'est durcie. « Ça suffit. René ne te frapperait jamais. Je n'arrive pas à croire que tu inventes quelque chose d'aussi grave juste parce que tu refuses de l'accepter comme ta belle-mère. » « Je n'invente rien », ai-je supplié. « Pourquoi je mentirais sur une chose pareille ? Parce que tu veux que je choisisse entre toi et ma femme, et ce n'est pas juste.
Ta mère est partie, Maya. Je l'ai aimée, mais elle est partie, et j'ai droit d'être heureux à nouveau. René me rend heureux, et j'ai besoin que tu l'acceptes. J'ai senti les larmes me brûler les yeux. Je veux que tu sois heureux, papa. Mais René n'est pas une bonne personne. Elle te manipule. Lassé, dit-il en se levant. J'en ai marre, Maya. René est ta mère maintenant. S'il te plaît, écoute ta mère. Je ne veux plus t'entendre te plaindre de tout. Le mot « gâté » m'a frappé comme un coup physique. Mon propre père pensait que mes préoccupations légitimes face à la maltraitance n'étaient que des caprices. Mais je ne savais pas que René était rentré plus tôt et se trouvait dans le couloir, écoutant toute notre conversation. Alors c'est ça qui se passe quand je ne suis pas là, dit-elle en entrant dans la pièce. Tu l'empoisonnes contre moi avec tes mensonges. Je disais juste à Maya qu'elle avait besoin d'eux. Tais-toi. J'ai entendu ce que tu disais, Derek, et j'ai entendu ces mensonges disant que je l'ai frappée. Je ne peux pas croire qu'elle invente quelque chose d'aussi cruel. Je n'ai rien inventé, dis-je, désespéré. Papa, s'il te plaît. Assez. Hurla René. J'en ai assez. J'ai tout essayé pour que ça fonctionne, mais elle est déterminée à détruire notre mariage. Sors d'ici, Maya, sors et ne reviens jamais. René, attends, dit mon père, mais sa voix était faible. Non, je ne vivrai plus comme ça. C'est elle ou moi. Choisis. Je l'ai regardé, espérant qu'au fond de lui restait l'homme qui me consolait quand je faisais des cauchemars à propos de maman. Mais il regardait simplement le sol. Maya, tu devrais peut-être aller chez ta tante Monica un moment, le temps que les choses se calment. Je n'arrivais pas à y croire. Il la choisissait. Après tout ce que nous avions traversé ensemble, après la mort de maman, après toutes ces années où nous étions juste nous deux contre le monde, il choisissait une femme qu'il connaissait depuis 2 ans au lieu de sa propre fille. Très bien, dis-je, d'une voix étonnamment calme. Je vais faire mes valises. Très bien, dit René. Et ne pense même pas revenir avant d'être prête à me montrer le respect que je mérite en tant que ta mère. Je suis montée dans ma chambre et j'ai fourré quelques vêtements dans un sac à dos. J'ai pris la photo de maman que je gardais cachée dans mon sac d'école, ainsi que mon ordinateur portable. Pendant que je faisais mes affaires, j'entendais René et mon père parler à voix basse en bas. Quand je suis descendue avec mon sac, mon père était près de la porte, l'air coupable mais déterminé. Je vais te conduire chez ta tante Monica, dit-il doucement. Ce n'est pas la peine, ai-je répondu. J'irai à pied. Maya, il commence à faire nuit. J'ai dit que j'irai à pied. Je suis sortie de cette maison en sachant que je n'y remettrais peut-être jamais les pieds. Mon père m'a appelé, mais je ne me suis pas retournée. Ma tante Monica, la sœur de ma mère, habitait à environ 3 kilomètres. Quand je suis arrivée chez elle, les larmes aux yeux et le sac sur le dos, elle m'a immédiatement ouvert la porte. Maya, ma chérie, que s'est-il passé? Monica n'a jamais aimé René. Elle pensait que mon père s'était remarié trop vite et que René n'était clairement pas faite pour être belle-mère. Quand je lui ai tout raconté, les abus, la manipulation, la manière dont mon père ignorait mes souffrances, elle est devenue furieuse. Cette femme t'a frappé, dit-elle, d'une voix dangereusement calme. Mon père ne me croit pas, il pense que j'invente ça parce que je ne l'aime pas. Ma tante m'a prise dans ses bras pendant que je pleurais, exactement comme le faisait ma mère. Oh, ma chérie, je suis désolée. Ta mère aurait le cœur brisé en voyant comment cet homme t'abandonne. Je suis restée chez Monica pendant 4 jours. Mon père a appelé 2 fois, mais je n'ai pas répondu. Ma tante a parlé avec lui, lui disant que j'étais en sécurité, mais que j'avais besoin d'espace. Elle lui a aussi dit que s'il voulait réparer notre relation, il devait commencer par prendre au sérieux ce que j'avais vécu avec René. Pendant ces 4 jours, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai compris que mon père ne croirait jamais ma parole plutôt que celle de René. Elle savait trop bien le manipuler. Mais j'ai aussi réalisé que je n'étais pas impuissante. J'avais des options. Il fallait juste que je sois intelligente. Ma tante et moi avons eu de longues conversations sur ce qui s'était passé et les choix qui s'offraient à moi. Elle était furieuse contre mon père, mais aussi dévastée pour moi.
Ta mère serait absolument bouleversée de voir comment ton père te laisse tomber, dit-elle un soir, alors que nous étions assises dans son jardin. Elle s'est toujours inquiétée de ce qui arriverait si quelque chose lui arrivait, mais elle était convaincue que ton père te mettrait en premier. Je pense qu'il a peur d'être seul, a-t-elle poursuivi. Il aimait profondément ta mère, et quand elle est morte, il s'est perdu. René lui donne l'illusion de ne pas être seul. Ce n'est pas une excuse pour abandonner ses responsabilités de père, dit-elle fermement. Le deuil ne donne pas le droit de blesser son enfant. Ma tante a été assistante sociale avant de prendre sa retraite, donc elle connaissait très bien le système. Elle m'a expliqué mes options calmement. Tu pourrais rester ici avec moi de façon permanente. J'ai déjà entamé les démarches pour devenir ta tutrice légale, si c'est ce que tu veux. Tu pourrais essayer de réparer les choses avec ton père, mais seulement s'il est prêt à reconnaître ce qui s'est passé et à prendre des mesures pour te protéger. Ou quoi? Tu pourrais faire appel au service de protection de l'enfance. Ils ont le pouvoir d'enquêter et d'intervenir lorsque les parents ne protègent pas leurs enfants des abus. L'idée de contacter les services sociaux me faisait peur. Ça ressemblait à une solution extrême, comme si je franchissais une ligne sans retour. Mais elle m'a aidé à comprendre qu'il y a des moments où les adultes ont besoin d'autres adultes pour les responsabiliser. Ton père aurait dû te protéger de ceux qui te font du mal, a-t-elle dit. S'il ne peut pas ou ne veut pas le faire, alors c'est normal de demander de l'aide à ceux dont c'est le travail. J'ai passé des heures à faire des recherches sur ce qui se passerait si je contactais les services de protection. J'ai lu des témoignages en ligne d'enfants qui avaient vécu des situations similaires. Certains ont eu de bons résultats, d'autres non, mais tous avaient un point commun, ils avaient agi quand les adultes de leur vie avaient échoué. Mardi soir, j'ai décidé de tenter une dernière fois de parler à mon père. Je savais que René serait à son club de lecture, alors j'ai appelé. Papa, c'est Maya. Je suis chez tante Monica. J'ai besoin que tu m'écoutes. Que tu m'écoutes vraiment à propos de ce qui se passe avec René. Maya, ma chérie, je suis si content que tu appelles. J'étais mort d'inquiétude. René aussi était hors d'elle. Elle n'arrêtait pas de demander si tu allais bien. Papa, René est justement la raison pour laquelle je ne vais pas bien. Elle me maltraite depuis des mois. Maya, s'il te plaît, ne dis pas ce mot. René fait beaucoup d'efforts pour être une bonne mère pour toi. Elle n'est pas ma mère, et elle n'est pas bonne pour moi. Elle a détruit les affaires de maman. Elle me ferme la porte de ma propre chambre. Elle invente des mensonges à mon sujet pour te monter contre moi. Ma chérie, je pense que tu interprètes mal les efforts de René pour t'aider à guérir et aller de l'avant. Papa, elle m'a frappée. Elle m'a giflé et m'a mise à la porte. Comment est-ce censé m'aider à guérir? Un long silence a suivi. Maya, tu es sûre que c'est ce qui s'est passé? Il y a peut-être eu un malentendu. Un malentendu? Papa, j'ai une marque sur le visage. Elle m'a agressée physiquement. Je n'arrive pas à croire que René aurait fait une chose pareille. Ce n'est pas une personne violente. Elle l'est quand tu n'es pas là. Elle te cache sa vraie nature. Maya, je veux que tu rentres à la maison pour qu'on puisse s'asseoir et en parler tous ensemble, en famille. On n'est pas une famille, papa. Une famille se protège. Tu as protégé René de moi au lieu de me protéger d'elle. Ce n'est pas juste. Maya, j'essaie d'équilibrer les besoins de chacun. Mon besoin, c'est de me sentir en sécurité chez moi. Et avec René, c'est impossible. C'est ma femme, Maya, je l'aime. J'ai besoin que tu essaies de t'entendre avec elle. Et moi, je suis ta fille. Ta propre chair, ton sang. Je suis tout ce qui te reste de maman. Mais tu choisis une femme que tu connais depuis 2 ans plus tôt que moi. Je ne choisis personne au détriment de quelqu'un d'autre. J'essaie de garder notre famille unie. Notre famille, c'était toi et moi, papa. C'était ça, notre famille. Renée est ta femme, mais elle n'est pas ma famille. Et elle l'a clairement fait comprendre. Maya, s'il te plaît, reviens à la maison. On peut résoudre ça. Non, papa, je ne peux pas retourner dans un endroit où je ne suis pas en sécurité. Et je ne peux pas continuer à faire semblant que René est quelqu'un de bien juste pour te rassurer.
J'ai raccroché, me sentant plus seule que jamais. Mon père ne me croyait toujours pas. Il pensait encore que j'étais le problème. Puis Monica m'a trouvé en train de pleurer dans la chambre d'amis. Il ne comprend toujours pas, sanglotai-je. Il pense que je suis juste difficile. Peut-être qu'il est temps de demander de l'aide à des gens qui vont prendre tout ça au sérieux, dit Monica doucement. C'est là que j'ai pris ma décision. Si mon père ne me protégeait pas, je devrais me protéger moi-même. Mardi soir, j'ai passé un appel qui a tout changé. Allô ? Service de protection de l'enfance ? Je voudrais signaler des mauvais traitements envers une mineure. L'assistante sociale, Madame Martinez, a été professionnelle et attentive. Elle m'a posé des questions précises sur les abus physiques, émotionnels et sur ma situation à la maison. Elle s'est montrée particulièrement préoccupée par le fait que j'ai été expulsée à plusieurs reprises, et que mon père était au courant des conflits sans intervenir. Maya, d'après ce que tu viens de me dire, nous allons devoir procéder à une évaluation du bien-être. Peux-tu me donner l'adresse et le numéro de téléphone de ton père ? Je lui ai donné toutes les informations. Elle m'a expliqué qu'un assistant social irait chez mon père dans les 48 heures pour évaluer la situation et parler à lui et à ma belle-mère. Que dois-je faire d'ici là ? L'ai-je demandé. Reste là où tu es en sécurité. Il semble que ta tante t'offre un bon foyer temporaire. Nous te contacterons très bientôt. Le lendemain, mercredi après-midi, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Maya, tu dois revenir immédiatement à la maison, dit-il d'une voix différente, nerveuse. Quelqu'un des services de protection de l'enfance est ici. Il pose des questions sur toi, sur René, sur notre situation familiale. Maya, c'est toi qui les as appelés ? J'ai pris une grande inspiration. Oui, c'était moi. Un silence pesant s'est installé. Papa, j'ai essayé de te dire ce qui se passait. J'ai essayé de te faire entendre, mais tu as toujours choisi René à ma place. Alors j'ai appelé quelqu'un qui m'écouterait. Maya, c'est grave. Ils parlent de te retirer définitivement de la maison. Ils enquêtent sur des accusations de maltraitance. Parce qu'il y a eu des abus. Papa, René m'a frappée. Elle m'a mise à la porte. Elle me maltraite émotionnellement depuis des mois, et quand je t'en ai parlé, tu as dit que c'était des caprices d'enfant. J'entendais René en arrière-plan, et elle n'avait pas l'air contente du tout. Derek, raccroche immédiatement, criait-elle. Ne lui dis rien de plus. Papa, tu es là ? Maya, s'il te plaît, reviens. On peut régler ça en famille. On n'est pas une famille, papa. Tu l'as prouvé quand tu l'as choisie, elle, au lieu de moi. J'ai raccroché. Environ 1 heure plus tard, on a sonné à la porte de ma tante. C'était Madame Martinez, accompagnée d'un policier. Bonjour, Maya. Je suis Madame Martinez. Nous avons parlé au téléphone. Voici l'agent Brenet. Nous aimerions te parler de ta situation familiale. Ils m'ont interrogé pendant plus d'1 heure, documentant tout. Ils ont pris des photos de mon visage, où on voyait encore une légère marque de la gifle de René. Ils m'ont posé des questions sur les abus émotionnels, la négligence, et l'incapacité de mon père à me protéger. Maya, sur la base de notre enquête, nous recommandons que tu restes sous la garde de ta tante, dit Madame Martinez. Ton père et ta belle-mère devront suivre des cours de parentalité et une thérapie familiale avant qu'on envisage un possible retour. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? L'ai-je demandé. Ça veut dire que tu resteras ici, chez ta tante Monica, que nous avons déjà approuvée comme famille d'accueil. Ton père aura droit à des visites supervisées une fois qu'il aura rempli les conditions. Ta belle-mère devra suivre des cours de gestion de la colère et de parentalité. L'agent Brenet ajouta. Nous aurons également une conversation sérieuse avec ta belle-mère concernant les violences physiques. Selon comment cela évolue, des accusations pénales pourraient être envisagées. Mon téléphone a recommencé à sonner. C'est mon père. Je dois répondre ? L'ai-je demandé à Madame Martinez. C'est ta décision, mais souviens-toi que tout ce qui est dit peut être noté dans le dossier en cours. J'ai décroché. Maya, s'il te plaît, dit la voix brisée de mon père.
Je ne savais pas que c'était aussi grave. René m'a dit que tu étais juste difficile parce que ta mère te manquait. Papa, je t'ai dit exactement ce qui se passait. Tu as choisi de ne pas me croire. Je sais, je sais. J'ai eu tort. Tellement tort. S'il te plaît, rentre à la maison. René a accepté de chercher de l'aide. Nous le faisons tous les deux. Papa, je ne peux pas. De toute façon, les services de protection de l'enfance ne me laisseront pas revenir pour l'instant. Toi et René devez d'abord suivre des cours et une thérapie. Des cours? Quel genre de cours? Madame Martinez a pris le téléphone. Ici Madame Martinez, des services de protection de l'enfance. Nous devons planifier une réunion avec vous et votre épouse pour discuter de nos conclusions et des exigences liées à la réunification. Seriez-vous disponible demain à 14 heures dans nos bureaux? Je n'ai pas entendu la réponse de mon père, mais Madame Martinez a ajouté. Très bien, à demain alors. Après leur départ, ma tante et moi étions assises dans sa cuisine, en train de boire du thé. Comment tu te sens par rapport à tout ça? M'a-t-elle demandé. Soulagée, ai-je répondu. Honnêtement, pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression que quelqu'un me croit. Ta mère serait fière de toi pour avoir défendu tes droits. Tu crois? Tu n'as pas causé des ennuis à ton père avec le gouvernement. Ma chérie, ce ne sont pas tes actes qui lui ont causé des problèmes, ce sont les siens. Ta mère disait toujours qu'être parent, c'est protéger son enfant, même quand c'est difficile. Ton père a oublié cette leçon. Dans les semaines suivantes, toutes les conséquences sont devenues claires. Mon père et René ont dû suivre des cours de parentalité 2 fois par semaine. René a été contrainte de faire 20 heures de thérapie pour la gestion de la colère. Ils ont tous deux participé à des séances de thérapie familiale, d'abord sans ma présence. Les accusations criminelles contre René ont été abandonnées après que j'ai décidé de ne pas porter plainte, mais uniquement après qu'elle a effectué des travaux d'intérêt général et reçu une ordonnance de restriction l'empêchant de se retrouver seule avec moi. Mon père m'appelait tous les quelques jours, et petit à petit, très lentement, nous avons commencé à reconstruire notre relation. Mais c'était différent, désormais. Je n'étais plus sa petite fille, et lui n'était plus le héros que j'avais cru. Nous étions simplement 2 personnes essayant de comprendre comment redevenir une famille. La partie la plus choquante est survenue environ 6 semaines après le début de l'enquête. René a demandé le divorce. Ce n'est pas pour ça que je me suis mariée, a-t-elle dit à mon père, d'après ce qu'il m'a raconté. Je ne me suis pas engagée pour une intervention gouvernementale et de la thérapie judiciaire. Elle m'a totalement blâmée pour avoir appelé les services sociaux. Et pourtant, elle n'a jamais assumé la responsabilité de ses actes. Le divorce a pris 4 mois pour être finalisé. Durant cette période, Renée est devenue encore plus amère et rancunière, bien qu'elle ait respecté l'ordonnance de restriction. Mon père était dévasté, mais pour être honnête, moi j'étais soulagée. Renée avait montré son vrai visage quand les choses ont mal tourné, et mon père l'a enfin vue telle qu'elle était réellement. Je suis désolée, Maya, m'a-t-il dit un jour lors d'une visite supervisée. Je t'ai laissé tomber de toutes les manières possibles. J'avais tellement peur d'être seule après la mort de ta mère que j'ai ignoré tous les signes. J'ai choisi la mauvaise personne, et je l'ai fait à tes dépens. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu peux commencer par me croire quand je te dis quelque chose, ai-je répondu. Et te rappeler que personne ne remplacera jamais maman. Je le sais maintenant. Je pense que je m'étais convaincue que René pouvait combler le vide laissé par ta mère. Mais ce n'était juste pour personne, ni pour elle, ni pour toi, ni pour le souvenir de ta mère. Cela fait maintenant 8 mois depuis cet appel aux services sociaux. Je vis toujours chez tante Monica, et honnêtement, je suis plus heureuse ici que je ne l'ai été depuis la mort de maman. Monica n'essaie pas de remplacer ma mère, mais elle me soutient tout en honorant sa mémoire. Mon père et moi travaillons sur notre relation à travers une thérapie familiale. C'est un processus lent, mais nous avançons. Il a appris à m'écouter quand je parle, et compris qu'être père, c'est plus que fournir un toit et de la nourriture. C'est protéger son enfant, même quand c'est difficile. René a déménagé dans un autre état après le divorce. D'après ce que j'ai entendu dans le voisinage, elle est déjà fiancée à un autre homme.
J'ai de la peine pour tout enfant que cet homme pourrait avoir. Mais même après tout cela, elle n'a jamais reconnu ses actes. La maison où j'ai grandi est toujours vide. Mon père dit qu'il ne peut plus y vivre, avec tous les souvenirs de ses erreurs. Il pense à la vendre et à recommencer ailleurs. Peut-être qu'un jour, lorsque nous aurons vraiment reconstruit notre relation, nous pourrons revivre ensemble, mais ce sera à des conditions différentes, avec des bases nouvelles. Avec le recul, je suis fière d'avoir passé ce coup de fil. C'était effrayant d'impliquer les autorités, et une partie de moi se sentait coupable d'avoir causé des problèmes à mon père. Mais j'ai appris que parfois, les adultes ont besoin d'autres adultes pour les tenir responsables quand ils échouent à protéger les enfants. J'ai aussi appris que j'étais plus forte que je ne le pensais. J'ai survécu à des mois d'abus émotionnels. J'ai défendu mes droits quand personne ne voulait le faire pour moi. J'ai agi pour me protéger quand les adultes autour de moi ont échoué à le faire. Ma mère m'a toujours appris à défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Je pense qu'elle serait fière de moi d'avoir enfin fait ça. Pour ceux qui lisent ceci et traversent quelque chose de similaire. Vous méritez qu'on vous croie, vous méritez d'être protégé, et vous méritez de vous sentir en sécurité chez vous. Si les adultes autour de vous vous abandonnent, il y en a d'autres qui peuvent vous aider. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Cet appel a tout changé, mais il a aussi sauvé tout ce qui comptait vraiment. Commentaire Madame Reddit. Cette histoire est profondément émotive et courageuse. Maya a montré une force incroyable en parlant malgré la peur, en dénonçant les abus et en choisissant sa propre sécurité plutôt que de rester dans une situation toxique. C'est un rappel puissant que même les enfants ont le droit d'être protégés, écoutés et respectés. Sa décision de demander de l'aide a non seulement changé sa vie, mais a aussi ouvert la voie à la guérison. Et c'est ainsi que se termine une autre histoire émouvante de Reddit. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires incroyables. Ne manquez pas la prochaine.